Lire m'a pourri la vie pendant des années. Je sais qu'on entend ce conseil systématiquement de lire plus, de consommer plus, plus de vidéos, plus d'articles, plus de formations, plus d'audiobooks, plus. Et si se former et consommer des contenus de qualité est important, la manière dont on le fait, la manière dont je l'ai fait, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup de monde, hein, pour l'observer, d'entrepreneurs, est plus négatif que positif. Donc dis-moi si ça te parle ce que je vais te dire là. Donc chaque livre ou chaque contenu que je consommais m'amenait à 10 nouvelles recommandations, donc d'autres contenus, d'autres disciplines à étudier. Et en fait, je me retrouvais à avoir l'impression d'en savoir encore moins après qu'avant, parce que chaque fois que tu consommes quelque chose, chaque fois que tu consommes un bon livre, un bon contenu, tu prends conscience de ton ignorance, tu prends conscience de tas de choses qui existent dans le monde, tu n'avais même pas conscience que ça existait avant. Et donc du coup, je voyais mon ignorance, et je la vois toujours, et s'étend de plus en plus chaque jour. Et en fait, je consommais compulsivement, donc en espérant apprendre tout ce dont j'avais besoin pour enfin être prêt à agir. Je me dis, ok, je veux faire ça, mais avant je dois savoir ça, donc qu'est-ce que je dois lire, qu'est-ce que je dois consommer, sur quoi est-ce que je dois me former, et ensuite quand je serai formé là-dessus, je pourrai faire ça. Le problème c'est que se former sur le sujet A t'amène sur le sujet B, puis le sujet C, puis le sujet D, et en fait, à chaque sujet, tu as encore une to-do list de choses à apprendre qui s'allonge, parce qu'à chaque fois, tu peux apprendre qu'une seule chose en parallèle, enfin à la fois, et tu as 10 autres idées en plus, donc bientôt tu te retrouves avec 200 sujets différents à apprendre. Donc moi, j'ai un sujet qui me vient en tête, c'est le design thinking, c'est un sujet que je veux apprendre depuis très longtemps, depuis des années, j'ai toujours pas eu l'occasion d'ouvrir un seul bouquin à ce sujet-là, et des disciplines comme celle-ci, j'en ai des dizaines en tête. Et c'est comme ça, et tu peux pas faire autrement. Et en réalité, le problème, c'est que ce phénomène, c'est une stratégie d'évitement. Parce que pourquoi on récolte de l'information? Pourquoi le principe même de curiosité, de vouloir apprendre, est ancré en chaque être humain. Et plus on est curieux, plus on va aller chercher de l'information dans l'optique de diminuer l'inconnu. Parce que plus on connaît de choses sur notre environnement, et moins on a de risque de mourir, d'accord? D'un point de vue biologique, c'est ça. Donc, plus je suis capable d'anticiper ce qui va se passer, meilleures seront mes décisions. Et donc, voilà. Et donc, du coup, on a cette compulsion de vouloir consommer. Et donc, en réalité, c'est une stratégie d'évitement, tu vois. C'est une stratégie qui, ok, dès que je saurai ça, je serai prêt. Et la réalité, c'est que tu es jamais prêt. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, qui est encore pire que ça, c'est que cette manière d'apprendre, elle est tirée, elle a été, je pense, vraiment inculquée en nous dès le plus jeune âge, hein. C'est l'approche scolaire. Le problème, c'est que le business, ça s'apprend pas dans les livres. Pire encore, avec l'approche scolaire, je suis convaincu aujourd'hui, de tout ce que je comprends de l'apprentissage, l'approche scolaire diminue ta capacité à faire du business. T'as bien entendu. Ça veut dire que plus tu apprends de la manière dont on vient de discuter, moins tu seras capable dans ta vie d'être bon en business. Donc autant dire que faut arrêter tout de suite, si tu es en train de faire ça, faut absolument que tu arrêtes, que tu lâches prise, parce que en voulant te préparer, en réalité, tu fais que de t'éloigner de ton objectif. Et peut-être irrémédiablement. Je ne saurais pas dire si c'est possible d'être corrigé, mais tu peux vite observer quelque chose. C'est que dans la vie, il y a cet adage, on nous dit, t'as sûrement déjà entendu cet adage, c'est ceux qui savent le faire le font, et les autres l'enseignent. Enfin, ceux qui savent pas le faire l'enseignent. Et on peut vraiment observer, si tu regardes, il y a deux catégories de professionnels. D'un côté, tu auras les théoriciens, de l'autre côté, les praticiens. Le théoricien, lui, il sait tout expliquer en détail sur le sujet. Enfin, tu vois, souvent c'est des académiciens, instituteurs, professeurs. Et ils t'expliquent en détail comment le business fonctionne ou leur domaine d'activité, peu importe. Et si c'est un domaine appliqué, tu vois, je sais pas, par exemple, un théoricien qui théorise le basket, ou le tennis, ou peu importe, ou le business, hein, d'accord, ou l'ingénierie, bah, souvent ces gens-là sont incapables d'exécuter le métier. D'accord? Et donc, tu as les théoriciens d'un côté et les praticiens de l'autre qui, eux, auront pas des aussi jolies théories que les théoriciens. Ils vont faire les choses, et quand tu leur demandes comment ils font, ils vont juste répondre, bah, je sais pas, je le fais. Tu vois, j'ai encore eu une discussion avec mon ami Jean-Loup l'autre jour, et il écrit extrêmement bien. Je lui dis, putain, franchement, mec, on est en train de faire des expérimentations sur X en ce moment,
et je regarde passer un peu les textes. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais ça fait vraiment mal aux yeux, la bassesse du niveau. Enfin, c'est catastrophique sur X, et je pense de manière générale même, mais bref. Et je vois les posts de Jean-Loup qui passent, et je me dis, ouais, c'est vraiment bien écrit. Et d'ailleurs, il a des réactions qui sont tout à fait légitimes sur ses contenus. Et il dit, bah, le truc, c'est que moi, je me pose le matin et j'écris mon mail, et je sais pas expliquer, je le fais simplement. Tu vois, il a développé cette intuition. Et je suis convaincu que les professionnels développent, donc les professionnels théoriciens développent leur cognition, leur capacité à raisonner, alors que les praticiens développent leur intuition, leur capacité à y exécuter. Voilà. Donc, en revenant sur le truc, dans le podcast du jour, donc aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir une méthode d'apprentissage qui est à l'opposé de ça. D'accord? On va développer du pragmatisme, on va développer notre intuition, on va sortir de cette surcharge de l'information. D'accord? Si tu te sens à la traîne, ou si tu es complètement submergé par la quantité de choses que tu as à apprendre et que tu sais pas par où empoigner le truc, vraiment reste avec moi. Ce podcast, cet épisode-là en particulier, il est fait pour toi. Et je sais que, et moi je l'ai vécu, donc je peux parler en connaissance de cause, parce que j'ai cette tendance à partir dans la théorie du côté du théoricien, et je dois faire très attention. Donc du coup, j'ai mis en place une stratégie pour éviter absolument cette tendance. Et je le vois, hein, je te le dis, ça m'arrive encore de temps en temps, parce qu'on a, tu sais, fil naturel, il revient au galop. Et donc c'est très important, tu vois, nos tendances, si elles nous desservent, de mettre en place des stratégies pour les éviter. C'est pareil en santé, tu vois, par exemple, si tu vois que tu vas aller à la salle de sport tous les jours et puis que tu procrastines une fois sur deux, il faut mettre en place des stratégies pour compenser tes lacunes, pour t'assurer d'aller à la salle tous les jours. Bref. Et donc du coup, j'ai développé une stratégie, et elle m'a aidé, elle pourra peut-être t'aider. Et je me rends compte que quand je sors de ces stratégies, que je retombe dans mes vices en mode consommer pour comprendre théoriquement le sujet, j'ai mon anxiété qui explose considérablement, mon cerveau qui est surchargé, j'ai 200 variables dans la tête que j'essaye de connecter ensemble, et je me noie et je perds le focus et je pars dans tous les sens. Alors que au contraire, dès que je lâche prise et que j'applique la méthode dont je vais te parler, tout d'un coup, le focus revient, la clarté revient, et je sais en gros où je vais. Alors évidemment, il y a toujours du doute, de l'incertitude, c'est le principe même de l'entrepreneuriat. Par contre, il y a une légèreté dans les actions qui permet d'abattre beaucoup plus de travail et surtout d'apprendre vraiment le business. Tu verras que si tu appliques cette stratégie, tu vas sentir que naturellement tu progresses, et beaucoup plus rapidement. D'accord? Tu verras que ça demande déjà d'aller un petit peu à contre-courant de ce que tu as l'habitude de faire. C'est normal, parce que on a tous des habitudes, et quand on change une habitude au début, c'est pas naturel. Voilà, donc, sans plus traîner, rentrons dans le vif du sujet avec mes 3 phases d'apprentissage, donc pour la majorité de mes projets business. Donc déjà, avant que je te donne ces 3 phases, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que il y a un mindset sur l'apprentissage. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais redévelopper ça ici. Quand tu es à l'école, on t'apprend, on dit bon voilà, il faut apprendre les mathématiques, le français, il faut apprendre une discipline en particulier. Mais à l'école, on va dire tiens, on va apprendre le marketing, tu vois, une école business. Il y a la vente, il y a les finances, et il y a vraiment un cloisonnement des différentes disciplines, de 1. Et de 2, on étudie tous les concepts d'une discipline en particulier. Toi, tu dis, tiens, je vais étudier le storytelling, je vais étudier le copywriting, je vais étudier... Et donc, on a cette habitude de choisir ce qu'on va étudier, de choisir la compétence qu'on veut développer en fonction donc du périmètre de la discipline. Mais c'est juste une étiquette qu'on met sur des outils. Au final, le monde n'est pas séparé en disciplines. Ça, c'est purement académique. Le monde est constitué de forces qui interagissent entre elles comme une grosse soupe, et tous ces modèles, toutes ces disciplines qu'on apprend sont juste des étiquettes qu'on pose sur ce qui se passe pour essayer un petit peu de comprendre dans quel merdier on se trouve, mais en réalité on comprend pas grand chose. Alors on essaie d'identifier les points principaux, les variables principales, et agir sur ces variables pour faire bouger le schmilblick, d'accord, pour avancer le schmilblick. Et donc la première chose à comprendre, c'est qu'on s'en fout des disciplines, c'est juste utiliser juste ça comme moteur de recherche pour trouver les outils dont on a besoin. Et surtout, le deuxième truc, c'est que on veut pas apprendre tous les concepts d'une discipline. Nous, ce qu'on veut, c'est réaliser des projets. Quand on apprend, on met en place un projet. Tu dis, tiens, je veux
je sais pas, je publier sur X tous les jours et développer une audience sur X. Donc on met en place un projet, tu vois, et le but c'est de, je sais pas, d'atteindre les 10 000 abonnés qualifiés sur X. Ok, je vais devoir publier tous les jours et je vais devoir apprendre à créer des posts qui suscitent l'attention des gens que je veux attirer dans mon audience. Et donc là, on a un projet d'apprentissage. Donc déjà là, entre développer 10 000 abonnés sur X ou apprendre le copywriting, on se rend compte que en termes de motivation, c'est pas la même chose. C'est quand même beaucoup plus fun de fixer un projet que de dire ok, je vais apprendre le copywriting. Tu vois, moi, honnêtement, j'ai pas envie j'adore apprendre, mais si je dois étudier une discipline, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre des problèmes, c'est de réaliser des projets. Et l'entrepreneur vraiment a ce mindset de dire ok, on va mettre ça en place. On ne sait pas exactement quelles vont être les problématiques. On sait qu'on veut aller ici. On a une vision claire de ce qu'on veut construire. Ça peut être une offre, un produit, un business en entier. D'accord. Après, tu vas avoir des projets avec des sous-projets. Tu vois, le business, c'est un projet. Et à l'intérieur du business, tu vas avoir un projet de mettre en place un canal d'acquisition, mettre en place une offre, une page de vente, etc. D'accord. Créer un contenu en lui-même, c'est un micro-projet à l'intérieur d'un plus gros projet. Mais à chaque projet, il y a une finalité, il y a une vision. Ok, c'est ça qu'on veut. Et on veut que ce truc-là produise tel résultat. C'est ça surtout, d'accord? Et donc, entre qui je suis maintenant et qui je serai quand je serai capable d'obtenir ce résultat, il y a une ignorance entre deux, il y a des choses que je ne sais pas, il y a un problème ou des problèmes à résoudre. Donc, je vais résoudre ces problèmes et en cours de route, ça risque de bloquer. Et à ce moment-là, quand ça bloque, il va falloir que j'apprenne. Donc on n'est pas en mode, et là je vais rentrer dans les 3 phases, mais on n'est pas en mode, ok, faut que j'apprenne le copywriting, il faut que j'apprenne le marketing, non, ça c'est pas le bon état d'esprit selon moi quand on est entrepreneur. Le bon état d'esprit, c'est de dire, je veux mettre ça en place, donc je commence à le mettre en place. Et donc on a ces 3 fameuses phases, je veux dire, qui sont dans le titre, d'accord, tu t'en doutes, improvise, imite, itère. Donc notre première étape, c'est improviser. Et c'est cette première étape-là qui est vraiment critique. On commence par l'improvisation, pourquoi? Parce que peut-être que le problème, tu peux le résoudre avec tes connaissances existantes. Encore une fois, je disais juste avant, l'école nous a appris à penser en discipline, en thématique, d'accord, copywriting, marketing, français, maths, allemand, anglais. Il n'y a pas de limite dans le monde. Il n'y a pas de telle chose, c'est purement théorique. Et donc, te dire, ok, j'ai besoin du copywriting pour faire ça, pour moi, c'est éviter le problème, c'est éviter de te confronter. Le bon truc, c'est de dire, attends, je vais mettre ça en place. Alors, j'ai déjà 10, 20, 30, 40, 50, 60 années d'expérience de vie. J'ai déjà appris des choses dans la vie. Et comme je disais tout à l'heure, on est dans un immense merdier de forces intercosmiques, alors sans rentrer dans l'ésotérique, des forces comme la gravité, tu vois, tout simplement, ou des forces psychologiques. Tu vois, si je te dis la tendance à la réciprocité, je te ferai un cadeau. Si tu n'as pas de cadeau à m'offrir en échange, tu vas te sentir mal à l'aise, à moins que tu sois un sociopathe. Il y a ce genre de force, de phénomène qu'on peut observer. Et donc, c'est ça qui compte. Et donc, c'est ces forces-là. Tu vois, je veux dire, si tu n'as jamais suivi un seul cours de communication dans ta vie, tu as quand même une expérience à force de fréquenter des gens, de dire, tiens, si je dis ça ou si je fais ça, les gens vont mal le prendre, donc je vais éviter. Tu vois, genre, si je me mets sur la table et que je baisse mon slip en plein repas de famille, je pense pas que la réaction elle sera très très positive. Donc, je sais que je dois pas faire ça, donc j'ai pas besoin de suivre un cours en communication pour comprendre ce genre de choses. Donc, quand tu arrives dans un projet, tu vois, il y a un peu ce mindset encore, je pense que c'est vraiment scolaire, de se dire, je dois savoir ça, je dois maîtriser ça, donc je vais suivre un cours pour faire ça. Et une fois que je saurai ça, je serai capable de résoudre, de mettre en place ce projet. Tu vois, genre, si je reste sur le canal d'acquisition X, donc il faut que j'apprenne le copywriting, il faut que j'apprenne à créer du contenu, il faut que j'apprenne le storytelling, il faut que j'apprenne X, Y, Z, et ensuite quand je saurai ça, je pourrai créer du contenu. Parce que je veux pas créer un mauvais contenu. Et ça, c'est une immense erreur. Ça te met dans cette... Parce qu'en fait, tu veux juste diminuer l'inconnu. Le truc, c'est que tu te dis, si je commence à créer du contenu et que ce contenu n'est pas bon, le risque, c'est que je sois jugé, c'est que je sois critiqué, donc mieux vaut consommer du contenu et devenir bon et me préparer. Et quand je serai prêt, je pourrai me lancer. Et c'est là où, en fait, tu as juste peur, en fait. Ce qui te manque, c'est pas des informations. Je veux dire, là, dans ce cas de figure, ce qui te manque, c'est du courage. C'est du courage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, nous, ce qu'on veut, notre projet, c'est ça.
On commence. L'entrepreneuriat nécessite de vaincre tes peurs. Voilà. Est-ce que tu as envie de l'entendre ou pas? Moi, il m'a fallu des années pour accepter ça. Ça se travaille, tu vois, ça se travaille, et ça se travaille pas dans le livre, ça se travaille en confrontant tes peurs. Tu peux aller, alors si tu as peur de parler à des gens, si tu dois vendre au téléphone, moi j'ai terrorisé avec ça à l'époque. Aujourd'hui, je prends l'appel en me baladant, faire ma petite balade dans la forêt, en allant acheter le pain chez le boulanger. Je peux te closer un deal à 3-4 000 balles, comme ça, entre deux vannes, tu vois. Parce que c'est devenu naturel pour moi, alors que je suis pas un surhomme ou quoi que ce soit, c'est juste que je l'ai tellement fait, tellement souvent, que ça m'intimide plus. Et cette intimidation, pour moi, on parle de mindset, souvent, mindset. Souvent, c'est parce que on peut remplacer ça par intimidation. C'est moins sexy, d'accord, mais dire, ok, qu'est-ce qui te fait peur? Et donc, fais-le à petite dose. Si t'as peur de parler aux gens, avant de closer des deals à plusieurs milliers d'euros, t'as peur de parler aux inconnus, mais commence par dire bonjour aux inconnus dans la rue, tu t'exposes progressivement. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc, c'est improvise. Viens avec toute l'expérience de ta vie. Tu dis, ok, j'ai déjà appris plein de trucs qui ont peut-être rien à voir apparemment avec le sujet, mais je veux faire preuve de ressources. Je dis, ok, je vais utiliser les connaissances que j'ai à ma disposition. Je vais utiliser mon expérience, mon bon sens. Si simplement, sans informations, je devais faire ça, comment est-ce que naturellement je ferais? Et je te garantis une chose, c'est que moi j'ai commencé le business en 2011, fin 2011. En septembre 2011, j'ai lancé mon premier produit, donc ça remonte un petit peu. Et j'ai suivi des formations, des mentors. Certains sont devenus des amis aujourd'hui. Et il y a eu du bon, mais de manière générale, il y a beaucoup de choses que j'ai dû désapprendre. Parce que déjà, ils se trompaient. En tout cas pour moi. Dans mon cas de figure, ce qu'ils m'ont dit, ça ne me concernait pas parce que on a tous une manière de fonctionner différente, un contexte différent, des préférences différentes. On arrive à un moment différent sur le marché, donc ce qui a marché pour un gourou il y a 10 ans, aujourd'hui les choses sont différentes et l'application des mêmes principes est différente. Bref. Et donc j'ai dû désapprendre beaucoup de choses. Alors que si je m'étais contenté de mon bon sens, que j'avais appliqué, j'avais suivi simplement mon intuition de base, et voilà, qu'est-ce que ça donne si naturellement je fais ce que je veux. Je fais ce que je pense juste. Et je regarde ce qui se passe. Alors, je pars du principe que ça va pas marcher, parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça marche pas plutôt que ça marche. Par contre, je pars aussi du principe que ce que je vais apprendre en cours de route, et je vais réfléchir, ok, ça va pas marcher, pourquoi? Qu'est-ce que je peux tester à la place? Et j'itère. D'accord? Mais pour l'instant, je suis dans l'improvisation. Ensuite, dès que je bloque vraiment, je vois que j'arrive pas à avancer, je dis voilà, ça fait 2 semaines, 1 mois que je fais ça et ça a pas l'air de changer quoi que ce soit, donc probablement que je comprends pas les variables importantes. Il faut que je parte déjà du principe que je sais rien du tout, d'accord, que face à l'univers, je suis une stupide merde qui ne comprend pas grand-chose, comme dirait Ray Dalio, un des milliardaires qui possède aujourd'hui, c'est le 2e plus gros hedge fund au monde. À l'époque, il était numéro 1, sauf erreur. Donc Waterbridge Associates. Et donc, deuxième étape, imiter. Donc, si on reste toujours sur l'acquisition sur X, ou ça peut être n'importe quoi, qui est doué, quel expert, et je parle pas d'un formateur, je parle d'un expert, quelqu'un pour qui c'est son métier vraiment de créer du contenu sur X pour ses clients et qui le fait à grande échelle, et que je peux copier, qu'est-ce qu'il fait concrètement, quelle est sa stratégie, comment il a mis ça en place. Et je suspends mon jugement à ce moment-là, donc là je fais l'opposé de ce que j'ai fait à la première étape, qui consistait à écouter mon intuition. Là maintenant, j'ai constaté ce qui marchait pas, et donc je pars du principe que mon intuition elle est complètement fucked up, tu vois, elle est complètement biaisée. Parce que des fois, tu t'improvises et le truc fonctionne. Des fois, tu as la bonne intuition et tu mets en place le truc. Tu sais, il y a combien de fois j'ai vu des experts décourager des débutants ou des entrepreneurs de se lancer dans un domaine qui aurait pu fonctionner. Parce que l'expert, lui, justement, il voit pas, il a un biais aussi, et il est tellement là depuis tellement longtemps qu'il voit pas certaines opportunités que peut-être quelqu'un de moins aguerri aura vu. Et le business, c'est aussi ça, c'est de faire des trucs qui semblent complètement dingues. Parce que l'expert devient rationnel au bout d'un certain temps, il dit non, mais ça marche pas. Alors qu'en réalité, peut-être que ça peut marcher. Que ça marchait pas au moment où il l'a testé, mais aujourd'hui, ça va fonctionner. Ou peut-être que ça n'a pas marché pour lui, mais ça peut marcher pour un autre. Parce qu'on a, des variables différentes à des moments différents.
Et donc, simplement te lancer et voir ce que ça va donner. Et là, la deuxième phase, c'est de faire l'opposé, de dire, OK, j'ai écouté mon intuition, j'ai utilisé mon bon sens, ça n'a pas fonctionné pour ce coup, donc je vais aller chercher quelqu'un qui l'a déjà fait, éteindre mon cerveau et copier. Copier, copier, copier. Alors, je parle pas de plagier, je parle de copier le système, d'essayer de comprendre comment les mécanismes et de mettre en place le bordel. Et tout d'un coup, tu commences à voir des résultats, et, ah tiens, là ça marche. Pourquoi? Et tu peux idéalement discuter avec cet expert et il va t'aider à comprendre pourquoi. Il va te montrer où il clique, ce qu'il fait, machin. Là, c'est très très tactique. Et tu essaies de voir ce qu'il fait. Et ensuite, tu tires des conclusions par toi-même. Tu mets en place la compréhension, les modèles. Ah ouais, genre là, j'avais pas compris ça comme ça. Ok, donc ça, en fait, c'est important. J'avais pas pensé que ça, je pensais que c'était important. En fait, c'est pas important. Et tu commences à prendre conscience des quelques leviers qui comptent. Tu commences à voir le système dans son ensemble, comment il fonctionne. D'accord? Et donc ça, c'est la deuxième phase. À partir d'un moment, et ça peut aller assez vite, quelques mois, tu vas avoir extirpé ce qui est nécessaire de la personne chez qui tu copies et tu bloques. Alors tu peux trouver d'autres personnes à copier, entre-temps des gens plus avancés ou de contextes un peu différents, ce qui fait qu'en croisant un peu les contextes, ça va donner différentes perspectives, dire bah tiens, lui il fait ça comme ça, lui il fait ça comme ça. Tu vois, il y a différentes écoles. Il y en a qui vont être genre en propre marketing, qui vont être ultra à tout tester, à tout mesurer, à être ultra scientifique, et il y en a d'autres qui vont être en mode je vais à l'intuition, je fais mon truc. Tu vois, tu prends par exemple Elon Musk, le mec il lance son dernier Cybertruck là, il a pas fait d'études marché, il a pas suivi les études marché. Il a dit bah j'ai construit la voiture que je voudrais pour moi et heureusement il y a d'autres personnes que ça intéresse aussi. Et c'est souvent une approche qui est en innovation. C'est Steve Jobs avait la même approche, Jeff Bezos a aussi la même approche. D'autres personnes vont être à fond sur les études marché et ils vont aussi avoir des grands succès commerciaux. Voilà, ça va dépendre, d'accord? J'aurai l'occasion de te reparler d'ailleurs de ça. Mais on observe différentes manières de faire et on s'imprègne. Et à un moment donné, on va arriver où on va se rendre compte que la marge utilitaire, c'est-à-dire que le fait de copier une énième personne, donc il y a une marge utilitaire qui est décroissante. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, tu vas plus gagner grand-chose à copier une énième personne. Dire ben voilà, j'optimise mon système, mais pas tellement gagne pas tellement en efficience, fait de prendre un énième expert pour faire ça. Donc on arrive à la phase 3 où là, j'expérimente par moi-même. Je dis là, c'est le moment de voilà, je me suis appuyé sur l'épaule des géants, comme je crois que c'est Isaac Newton qui disait ça s'appuyer sur l'épaule des géants. Donc je me suis appuyé sur les experts qui ont déjà fait des milliers d'expérimentations et qui sont arrivés à ce système-là. Et maintenant que je suis à peu près à leur niveau, que j'ai des résultats similaires, il est temps pour moi de devenir un expérimentateur et de lancer mes propres tests. Et c'est là où tu vas mesurer les résultats et dire bah je vais tester de faire ça. Tiens, je vais faire l'opposé de ça. D'accord? Ah tiens, là je vais arrêter de faire ça. Ou tiens, je vais multiplier par 10 le volume là-dessus. Ou tu vois, je vais essayer un nouveau format, je vais essayer de faire et tu essayes. D'accord? Alors il faut de la régularité évidemment, tu veux un système où tu fais toujours la même chose de semaine en semaine et tu modifies une seule variable. Parce que tu veux limiter quand tu fais des expérimentations, tu dois impérativement limiter toutes les influences possibles pour pouvoir isoler ton test. Et quand tu fais un test, tu veux que ce test-là, il soit gigantesque pour qu'il y ait vraiment une grosse variation. Bah, c'est les données, c'est pas facile à analyser dans le sens où tu as de toute façon des variations. Tu vois, genre tu crées des contenus, bah tous tes contenus ne vont pas avoir le même nombre de vues, le même nombre de likes, et d'une semaine à l'autre, ça peut quand même varier considérablement, et tu as l'impression pourtant de faire la même chose. D'accord? Nous, ce qui nous intéresse, c'est les anomalies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas créer un truc, un contenu, qui va avoir un résultat qui est genre 3, 4, 5 fois supérieur. Pas de 2-3%, ça, c'est pas forcément pertinent dans ce cas de figure. Tu vois, si c'est à peine en dessus de la variation, je dis bon, bah voilà. Par contre, si tu as vraiment une anomalie, genre un x2 sur le nombre d'engagements, ok, ce truc-là m'a rapporté 2 fois plus, ou même 50% de plus, ok, là on est sur quelque chose d'intéressant. Est-ce que je peux répliquer ce résultat? Donc, tu essaies de comprendre pourquoi ce contenu il a marché, pourquoi ce truc a marché, et tu répètes. Et si tu arrives à répéter un résultat similaire, et donc d'un coup ta variation elle est à des niveaux beaucoup plus élevés, d'accord? Au lieu de faire entre 10 et 20 vues sur un contenu, tu en fais entre 100 et 200 tout d'un coup. Bon, c'est un gros saut déjà, mais ça peut arriver. Et ok, là je suis sur quelque chose. Donc comment répéter ça?
Comment ensuite répéter ça plus vite pour en faire plus? Parce que si je fais des contenus qui font 10 fois plus de vues et que je peux faire 10 fois plus de contenu, basiquement, je fais 100 fois plus de vues qu'avant. Et c'est mathématique, d'accord? Donc, c'est comme ça que tu réfléchis. Donc, les 3 étapes, c'est les 3 I, d'accord? Improvise, imite, itère. Et on est dans une approche qu'on dit empirique. Je disais tout à l'heure que plus tu étudies de manière scolaire, plus tu limites ton aptitude, ta capacité à apprendre le business. Parce que quand tu théorises, et d'expérience, et tu me diras si ça te parle aussi, mais plus je consomme de contenu et plus je suis paralysé par la quantité de choix. Tu sais, j'ai d'un coup 3000 variables dans ma tête, c'est le bordel. Et je suis en train de tout théoriser, d'essayer de tout comprendre et je n'arrive plus à pratiquer. Alors que si je me contente de me jeter dans le bain et de faire les choses, eh bien, je vais développer une intuition de ce qui fonctionne. Je vais encore terminer sur un dernier point qui est vraiment important, c'est de prendre en considération les risques de la pratique. Parce que, tu vois, tout type de pratique n'a pas les mêmes risques. Si je compare le fait de créer un contenu ou d'envoyer une fusée dans l'espace, on est quand même sur des risques sensiblement différents. Le pire qui puisse arriver avec la création d'un contenu, c'est que tu te retrouves avec une horde de haters qui te crache dessus. Le pire qui puisse arriver d'envoyer une fusée dans l'espace, c'est qu'elle tue des gens. D'accord. Donc on est quand même sur un risque qui est très différent. Donc dans le cas de figure où un risque est élevé, on peut utiliser le principe de réversibilité des décisions, c'est-à-dire que si j'envoie la fusée dans l'espace et que je me rends compte quand elle est dans l'espace que ça va être la merde, la réversibilité elle est faible à impossible dans le sens où dès que tu as tué quelqu'un, ben voilà, c'est pas réversible. Alors qu'un contenu, basiquement, je veux dire, alors, le contenu est publié, la réversibilité elle est faible aussi. Par contre, l'impact dans ce cas de figure est faible aussi. Donc on a un risque qui est relativement faible. Donc réversibilité fois impact, fois conséquence. Et donc si le risque est élevé, j'ai 2 stratégies ici. Alors une stratégie qui peut être plus ou moins difficile à appliquer, c'est l'installation d'un simulateur. C'est-à-dire qu'au lieu de pratiquer en conditions réelles, tu pratiques dans un simulateur. Par exemple, simulateur de vol, avant de voler pour de vrai avec un avion, les pilotes pratiquent en simulation. Avant d'investir dans un immobilier, tu pourrais trouver un jeu où tu peux simuler des achats immobiliers. D'accord ? Tu pourrais aussi en investissement simuler tes investissements en te basant finalement sur des données passées ou alors même des données réelles mais avec du faux argent et tu pourrais voir à quoi ça ressemble. Évidemment, une simulation n'est jamais aussi formatrice que la réalité parce qu'il y a une notion d'émotion. D'ailleurs, je disais tout à l'heure que la peur est extrêmement importante. Tu vois, moi j'ai fait pendant des années du karaté. C'est de la simulation, un entraînement. On va se battre, mais on va pas vraiment se taper sur la gueule. Tu vois, on se contrôle, donc on arrête les coups avant de toucher. Donc on se fait pas vraiment mal quand on fait du karaté. Alors que tu te retrouves dans la rue, je me suis retrouvé dans une de bagarres, malgré moi, dans la rue, et la personne, tout d'un coup, tu vois, t'as l'adrénaline qui monte, et j'ai perdu tous mes réflexes. Alors que si j'avais fait ces 200 entraînements de karaté en conditions réelles, le 201e, j'ai pas la même peur, j'ai pas la même adrénaline, tu vois. Donc l'apprentissage en conditions réelles est très très différent d'un simulateur. Mais à défaut de mieux, on met en place un simulateur. C'est pas aussi toujours facile, ça dépendra du cadre, comment tu simules telle ou telle chose. Ça c'est une grande question. Et le mieux c'est de trouver un expert qui a déjà mis en place un simulateur et de t'en servir. Engager un coach aussi, ça peut être intéressant. La deuxième stratégie, c'est tout simplement de sauter directement à la phase d'imitation. Ça permet de dire, ok, avant de lancer une fusée dans l'espace, on va apprendre tout ce qui est important pour lancer de manière sécure une fusée dans l'espace. Donc on va trouver des experts qui sont capables de faire ça. En général, quand il y a un risque élevé, on s'entoure des personnes qui ont déjà l'expérience, des personnes qui ont déjà envoyer des fusées dans l'espace, des personnes qui ont déjà fait un achat immobilier, qui ont déjà de l'expérience sur le terrain, et donc ça permet de limiter la casse. Si tu as les moyens financiers de faire ça, même si le risque est faible, pourquoi pas? Tu vas dire, tiens, je veux lancer mon canal d'acquisition YouTube, par exemple. Donc je vais trouver un expert et le payer 3-4 000 balles par mois et copier ce qu'il fait et devenir bon sur YouTube. Pourquoi pas? Voilà, donc ça c'est les 3 phases d'apprentissage. Vraiment le truc à retenir ici, c'est jette-toi dans le bain. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui
qui se jette dans le vide et qui construit ses ailes en cours de route. C'était une petite citation, je sais plus de qui, c'est anonyme ou quoi, mais je trouve que ça résume parfaitement l'état d'esprit d'un entrepreneur. Et voilà. Et donc le truc, c'est que expose-toi progressivement. Si tu as peur de créer des contenus publiquement, commence par créer des contenus en privé. Rappelle-toi aussi que si tu as pas d'audience et que tu commences à publier, personne ne verra ce que tu fais. Donc c'est pas parce que tu publies un contenu qu'il y aura 2000 personnes dessus. Tu verras très rapidement que tu auras plus un problème d'ennui que de peur, dans le sens où tout ce que tu vas publier va être face à un mur. Tu vois, là, je suis en train de me lancer sur X. J'ai 56 personnes à l'heure où je te parle sur X, donc c'est vraiment pas énormissime. Je fais une centaine d'impressions par post, entre 50 et 100 impressions par post. C'est ok, tu vois. Alors j'ai un podcast derrière qui fait plus d'impressions que ça, plus d'écoutes que ça. J'ai une liste email aussi déjà, j'ai à peu près 1000 abonnés sur YouTube, j'ai une très petite audience, j'ai passé beaucoup de temps à travailler avec des professionnels plus que développer mon audience. Là, cette année ça va changer, mais je suis en train de balancer du contenu comme ce podcast, finalement devant un tout petit public, donc et tu vois, il se passe rien. Enfin, si tu observes, j'ai très peu de commentaires pour l'instant. En privé, j'ai des gens qui me contactent, qui veulent bosser avec moi, mais j'ai très peu j'ai plus de contacts en privé qu'en public d'ailleurs. Mais tu vois, il se passe rien. J'ai pas de personnes qui m'insultent, ou alors, puis même si ça arrive, tu t'y fais aussi. C'est pas si grave que ça. J'ai eu l'habitude, je me suis fait déjà avec mon premier business insulter plus d'une fois. Alors c'est pas très agréable, mais on finit par s'y faire. Pourquoi ? Parce qu'on s'expose progressivement à la situation, et une fois que tu l'as vécu 30, 40, 50, 60 fois, au bout d'un moment, ça te passe dessus, tu te renforces. Voilà. Et donc, c'est pour moi, à mon sens, ce qui te manque, si tu es dans cette surcharge d'informations, c'est le courage de simplement agir, et d'agir simplement, tu vois, parce qu'il y a ce truc aussi, quand tu as consommé 200 contenus sur le sujet, tu vas essayer de tout appliquer en même temps, mais comme t'as pas développé les réflexes, ça va être le gros bordel. Et c'est pour ça que je dis, ça diminue ta capacité à l'action. Alors que si tu as très peu de compréhension du sujet, tu te mets simplement à créer du contenu. Tu te poses pas de questions, tu dis je fais un contenu, puis un deuxième, puis un troisième. Puis au fur et à mesure, je dis tiens, là ça bloque, donc et j'essaie d'apprendre l'un ou l'autre modèle, comprendre l'une ou l'autre des techniques de création. J'expérimente, je réfléchis, et progressivement, j'ai mon système qui se construit. Et tu regardes, chaque créateur, chaque formateur a un système de création qui est différent, une méthode qui est unique, parce qu'elle nous correspond. Je veux dire, on a une manière de fonctionner qui est différente, avec des préférences différentes. Tu vois, certaines personnes aiment créer la nuit, d'autres la journée, d'autres en petite phase de 20 minutes, d'autres 8 heures d'affilée. D'accord, certains aiment créer une outline, tu vois, des bullet points. D'autres aiment rédiger sans trop se poser de questions, puis ensuite ils vont éditer le draft une deuxième fois, et ensuite ils vont découvrir ce qu'ils voulaient dire. Et bref, il y a un million de façons de faire. Et c'est pas dans les bouquins que tu vas apprendre à créer du contenu, c'est pas dans les bouquins que tu vas apprendre le marketing, le business. C'est seulement en pratiquant, évidemment, et ça je sais que tu le sais. Voilà, donc j'espère que ce petit framework improvise, imite, itère va t'aider à... Pour moi, c'est vraiment un petit déclencheur, genre quand tu te prends à consommer au lieu d'agir, improvisation. Est-ce que je peux pas simplement faire le truc ? Le but, c'est pas de faire juste, c'est juste de le faire. Puis de le faire souvent. Puis après, par contre, à chaque tour, j'apprends. J'ai de l'information, parce que chaque fois que ça n'a pas marché, ça m'enseigne quelque chose. On pense notamment à la citation d'Edison. S'il a vraiment dit ça, c'est « J'ai appris 1000 et quelques façons de ne pas inventer une ampoule électrique ». Voilà, sur ces magnifiques paroles, je vais te laisser. Et puis, donc, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'inscrire sur YouTube, sur Spotify ou Apple Music. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.